Pourquoi la dynastie des Tang nous fascine? Dans cette série de podcasts, nous allons redécouvrir la dynastie des Tang et essayer de comprendre comment cet empire est devenu le plus prospère, international et innovateur pays du monde, en léguant à l'humanité le riche patrimoine qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Épisode 12. La musique fantastique des Tang. Chose inévitable pour le creuset culturel qu'était la dynastie des Tang, celle-ci a vu l'épanouissement des arts, de la littérature et de la musique. Alors que l'empire des Tang grandissait, les pays qu'il n'avait pas envahis lui soumettaient un tribut ou bien décidaient simplement qu'il valait mieux le payer. De sorte qu'ils ont envoyé notamment des musiciens et des danseurs. Perses, Arabes, Indiens et Malais se trouvaient dans les quartiers étrangers de la ville, et chaque nouvelle caravane de marchands apportait des visages, des modes de vie et d'expressions toujours nouveaux. On pouvait entendre un très large éventail d'instruments, cloches, carillons, en pierre, flûtes, tambours et sitars, accompagnés de grands groupes de danseurs. À la cour, un facteur favorable a également profité de la scène musicale, le formalisme a cédé la place à l'exubérance. Aujourd'hui, nous pouvons admirer la calligraphie, les livres et les poèmes de la dynastie des Tang. Mais comment savons-nous à quoi ressemblait la musique à l'époque? Et à part l'aspect divertissement, comment ce riche héritage musical s'exprimait-il au sein de la société en général? Une fois de plus, la cour impériale a joué un rôle clé dans le développement de la culture. Les arts et l'expression artistique étaient très appréciés sous la dynastie des Tang. En tant qu'empereur, il vous fallait avoir du talent. De nombreux souverains des Tang étaient des peintres, des calligraphes, des compositeurs et des musiciens passionnés. Et ils servaient d'exemple à la population. Cet enthousiasme pour les arts et la musique s'est donc répandu dans la société. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Tout comme les influenceurs sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui, ils ont influencé les gens dans leurs goûts et préférences. L'empereur Gaozong des Tang, Li Zhi, était particulièrement directif. Il a écrit un livre de musique où il insiste sur l'importance de ce qu'il nomme le son. Ce terme comprend non seulement la musique jouée avec des instruments, mais aussi la voix humaine, les mots à chanter et la façon dont tout cela est interprété. Aucun de ces éléments ne se suffit à lui seul, sinon c'est comme un tableau monochrome. Pour qu'il y ait des couleurs, vous avez besoin d'un arc-en-ciel sonore. L'empereur regarda autour de lui et vit que la musique la plus réussie impliquait la voix, le mouvement et même le rituel. Des chants lors de banquets, des chants religieux dans les temples, des spectacles de danse folklorique à la cour. Et ici nous voyons les débuts de deux courants musicaux très importants. La poésie Tzu qui était chantée et qui a prospéré surtout plus tard sous la dynastie des Song, mais aussi la forme d'art que nous connaissons aujourd'hui comme l'opéra chinois. L'empereur Xuanzong a créé la première troupe d'opéra nationale nommée le Jardin des Poires. Aujourd'hui en Chine, les artistes d'opéra traditionnels sont parfois encore appelés les disciples du Jardin des Poires. Et l'empereur Xuanzong des Tang est considéré comme le fondateur des opéras chinois, dont le prestigieux Opéra de Pékin. L'opéra chinois est un art riche et complet, combinant musique, personnages, scénario, maquillage et danse. De nombreux poètes aimaient aussi mettre en musique leurs vers. L'opéra traditionnel chinois, tel qu'il est devenu aujourd'hui, est une famille nombreuse. On parle de 360 opéras développés dans de différentes régions et présentés en différents dialectes. Plusieurs figurent sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En admirant ces pièces classiques,
On peut imaginer un peu à quoi ressemblait la musique populaire de la dynastie des Tang. Mais il y a aussi d'autres indices. Comme nous l'avons déjà évoqué, les goûts musicaux et artistiques des Tang se sont exportés, en particulier en Corée et au Japon. Des centaines de jeunes hommes et femmes ont été formés à l'Académie du Jardin des Poires. Les poètes des Tang ont écrit sur la fameuse danse Nishang Ui-Wu, danse de la jupe arc-en-ciel et de la veste à plumes, et ont décrit comment les artistes agitaient leurs longues manches en soie pour accentuer les mouvements de leurs mains. Ce type de danse de manches extrêmement longues était également représenté dans les sculptures et peintures rupestres bouddhistes de la période des Tang. Pendant le règne de l'empereur Xuanzong, des milliers de personnes étudiaient à l'Académie impériale de musique et des centaines de musiciens d'élite résidaient au palais. Ces résidents étaient souvent des femmes. Elles ont suivi la tradition antérieure des filles de la cour dont le rôle principal était de servir les invités distingués. La dynastie des Tang, qui avait un sérieux penchant pour l'organisation, voulait également mettre de l'ordre dans la musique. Et elle a commencé par la classer selon les rituels qui avaient été fixés sous les dynasties antérieures, selon les écrits confucéens. Confucius, en plus d'être un grand philosophe, était aussi un musicien talentueux et a influencé la musique traditionnelle chinoise pendant plus de 2000 ans. La musique devait être simple, paisible et adaptée à la conduite de la cérémonie dans laquelle elle était jouée. Par exemple, il y avait de la musique pour les cérémonies de sacrifice, les funérailles, les cérémonies militaires, de dons et de mariage, etc. Tout devait correspondre aux idéaux confucéens. Une note rapide ici sur le son de la musique de l'époque des Tang. La musique traditionnelle chinoise a une tonalité différente de la plupart des musiques occidentales. Il n'y a pas d'octave, mais 5 notes à la place. Il s'agit d'une gamme pentatonique. Dans la capitale, il n'y avait pratiquement pas de taverne sans chanteuse ou danseuse venues de ce qu'on appelait les régions occidentales. Autrement dit, les vastes contrées à l'ouest de la Grande Muraille, dans le nord-ouest de l'actuel territoire chinois. Ces artistes étaient accompagnés de leurs propres musiciens étrangers. Pour certains, c'était trop. Le poète Yuan Zhen, des Tang, s'est plaint de la pollution de l'air à cause des cavaliers occidentaux. Il a aussi déploré des dames qui n'étudiaient que la mode et le maquillage occidentaux et des artistes qui se consacraient uniquement à la musique occidentale. Parmi les tubes de l'époque, il y avait Inde du Sud et Regardez la lune en terre brahmane. Ils étaient interprétés par de jeunes danseurs exotiques. Une troupe de danse de ce qui est maintenant l'Ouzbékistan a attiré l'attention de l'empereur Xuanzong en raison de ses robes cramoisies, pantalons verts et bottes en peau de daim rouge, et pour la façon dont ses membres tournoyaient. D'autres, de la ville aujourd'hui appelée Tashkent, ont inspiré le poète Bai Zhuyi, avec leur danse qui consistait à former des formes de lotus et à baisser leurs chemisiers pour montrer leurs épaules. La grande contribution de l'empereur Taizong à la musique des Tang est la pièce intitulée « Musique du prince de Qin, brisant le front de l'ennemi ». Cette dernière fait penser au film de Busby Berkeley dans les années 1930. Au départ, il s'agissait d'une chanson militaire pour célébrer une grande bataille. Elle a ensuite été recomposée sous le règne de Xuanzong. Même l'empereur lui-même a travaillé la mise en scène. Cette œuvre a fini par mobiliser 120 danseurs vêtus d'armure et munis de hallebardes. Le spectacle était très réaliste, avec des scènes de bataille et des mouvements de lame authentiques. Interprété à l'extérieur de la porte Xuanwu de la capitale, avec un accompagnement d'une armée de 2000 personnes, la pièce était somptueuse et bouleversante. Cette pièce de chant et de danse a influencé les goûts de générations suivantes, qui ont favorisé les grandes troupes, les grandes scènes et les décors dramatiques. Le tambour devait être suffisamment fort pour être entendu de très loin. Une autre pièce tout aussi grandiose s'intitule « Musique de la Grande Victoire ».
Elle a été créée sous le règne du souverain suivant, l'empereur Gaozong. Il y a aussi la musique d'anniversaire impériale, dans laquelle les danseurs exécutaient une formation signifiant longue vie à l'empereur, une tradition en fanfare. La chanson de banquet est une pièce censée avoir été composée par l'impératrice Wuzotienne en l'honneur de son perroquet de compagnie qui, dit-on, criait fréquemment « Longue vie à Sa Majesté ». Officiellement, les musiques pour accompagner les banquets à la cour étaient divisées en 10 parties différentes. Il y avait les airs folkloriques, ceux des minorités ethniques et ceux importés de l'étranger. Ces musiques étaient interprétées avec la participation d'artistes originaires de Samarcande, d'Ouzbékistan, de pays le long de la route de la soie ou de la Corée de l'époque. Il existait un groupe chargé de maintenir les anciens styles de musique folklorique chinoise. Il devait clairement y avoir une certaine inquiétude quant à savoir si la musique indigène était menacée par les sons importés. Une chose est sûre, la vie musicale sous la période des Tang était tout sauf ennuyeuse. Sa floraison a inspiré les siècles qui ont suivi, son influence se faisant encore sentir dans une grande partie de l'Asie. Nos remerciements particuliers à la maison Salien Zhongdu pour son aide à la préparation de ce podcast. Rendez-vous au prochain épisode.